Tu as déjà affronté le KRC Genk cette saison? Ouais, premier match 4-0. Ah bah, Donc moi, personnellement, je les ai progressés. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un véritable plaisir que de vous accueillir encore une fois avec ma petite bande de chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Bonjour Quentin, comment ça va? Hello Sacha, ça va la forme? Écoute, je suis très heureux d'être là. Regarde, t'es frais quand même. Il est beau, il est là, il est venu en c'est forme. Gentil, ça fait plaisir. Il est magnifique le Quentin. Tu t'es mis un petit peu plus loin que moi parce que tu parlais trop fort peut-être l'épisode je sais qu'il aime bien précédent. sa place là, donc je vais C'est ma place à titre, Ok, personne n'apprend. Effectivement, il a déjà parlé, on ne le présente même pas. Cet homme était à Reims PSG le week-end dernier. Exact. Bonjour Thomas, comment ça va? Très bien, très bien. Je suis à nouveau très content d'être ici avec mon chroniqueur préféré. Et tu disais qu'il était frais, c'est moi qui l'ai frais? Ça se voit. Mais toi, Non, t'es mais- encore plus frais Ouais, parce que mais- tu savais que Gauthier venait, Ouais. donc forcément, t'es venu en mode fraîcheur. Non, mais tu sais pourquoi qu'il est frais? Ah non, il est explique. au régime, il mange des cacahuètes tous les jours. Hein. Ah, Il est, C'est pas vrai, c'est pas vrai. Attention, la protéine, les glucides, les lipides. Attention. un régime healthy ce matin. Ah, Vraiment, c'est très très bien. Et il a demandé dans le groupe, comme ça on vous fait la confidence, dans le groupe de l'émission, no sugar please, we want a breakfast, no sugar, etc. Voilà un petit peu à quel type d'homme on a affaire. Et à côté, bien évidemment, notre invité d'honneur aujourd'hui, il sera chroniqueur aussi avec nous, qui va venir un petit peu parler de toute une série de choses. Gauthier Ganaï, le CEO du RWDM. Comment ça va mon Gauthier? Ça va bien, toi? Je suis extrêmement heureux de te recevoir. Bon, évidemment, on n'a pas été aidé par la SNCB, mais... On n'a pas été aidés, non. Voilà. La SNCB, SNCF, il y avait un combo ce matin. Il y avait un complot contre nous, je pense. Effectivement, on peut dire, je pense sans trop de discussion, que c'est le pire service public, en tout cas en Belgique, c'est assez honteux. Mais bon, heureusement que tu es avec nous, je suis très très content. Alors Gauthier, j'ai une petite tâche pour toi pour démarrer cette émission. Tu le vois, on a un maillot qu'on faisait gagner la semaine dernière de Hans Van Aken, porté en Ligue des Champions. On présuppose que c'est le match Benfica Club de Bruges, justement ici devant nous, porté par Hans Van Aken, le Diable Rouge. On a récolté 3 gagnants qui ont réussi à tout simplement deviner le score final entre le club de Bruges et le cercle de Bruges. Et donc ici, il y a 3 papiers des 3 gagnants et cette main innocente en la personne de Gauthier Ganaï, eh bien, va décider qui sera le grand gagnant. Je te laisse décider tout simplement du petit papier que tu choisis. Vous avez mis Gauthier. tout le budget sur Comme la Croquis Cup, on a mis tout sur les papiers. C'est la boule Alors. chaude. C'est la boule chaude, voilà. Attention. chaud, ce papier. Alors, c'est Van Gaal 01. Van Gaal 01, eh bien voilà, félicitations Van Gaal 01. Effectivement, c'est aussi un amateur de wait and see. Il pose souvent ces petites questions dans les commentaires. Félicitations. Tu mérité. remportes donc ce magnifique maillot d'Hans Van Aken qui te sera envoyé par toute l'équipe du Clubhouse dans les prochaines semaines. Messieurs, on va pouvoir démarrer forcément, eh bien je dirais avec l'actualité un petit peu, mais je vais m'intéresser bien sûr à toi mon Gauthier. Il s'est passé depuis ta dernière venue dans le Clubhouse, mais une série de choses absolument incroyables. On peut même dire que tu as changé de vie. T'es passé donc du KVO stand au RWDM dans un poste et dans une. En plus de ça, on sait que c'était pas nécessairement facile pour toi de passer par au stand et puis arriver au RWDM. Raconte-nous un peu toute cette histoire du CIO d'Ostend qui, je dirais, change littéralement de vie et arrive dans un club promu, quand même historique du championnat de Belgique. Et puis, prends la tête de ce club. Explique-nous un peu comment s'est fait ce changement. Bah écoute, j'étais dans ma 3e saison au KVO. Je pense que sans parler des résultats sportifs de la 3e saison qui n'étaient pas, l'issue de la saison était pas ce qu'on avait tous imaginé. Mais voilà, je pense qu'on arrivait à la fin d'un cycle et avec un fonctionnement qui me correspondait plus, ou en tout cas un fonctionnement qui me satisfaisait plus, où on avait généré beaucoup d'argent en 3 ans et j'estimais que le niveau de la compétition montait en Jupiler et que ça devenait très difficile de se battre avec ces moyens-là, quoi. Donc malheureusement ça s'est fini comme ça, mais même si on s'était maintenu, je serais parti quand même. Et il y a ce projet du RWDM qui s'est présenté avec John et écoute, j'ai pas trop hésité parce que j'avais vraiment envie de rester en Belgique. J'aurais pu aller ailleurs, mais je voulais vraiment rester en Belgique. Et parce que c'est vraiment un championnat et un pays que j'aime bien. Et ensuite le
le RWDM, pour moi, on a tout ce qu'il faut pour faire un super projet. Il y a une base de fans qui est juste incroyable. Il y a un actionnaire qui est fada de foot et qui a vraiment envie d'investir. Il l'a déjà fait dans les infrastructures, il va le refaire. Donc voilà, là c'est une saison charnière, mais c'est vraiment un projet qui m'intéressait, donc j'ai pas trop hésité. Mais en tant que dirigeant, on évolue souvent. On prend, je dirais, effet de ces erreurs ou des choses qui se sont passées dans le passé, et puis après on se sert de ça pour faire mieux. Toi, c'est quoi ta vision du club bruxellois dans les prochaines années, et comment est-ce que tu veux, par exemple, essayer d'améliorer, ne serait-ce que même ta façon même de travailler par rapport à ce que tu faisais à Ostende? Comment tu t'es remis en question en te disant, bah voilà, j'ai pas envie de refaire ou de recommettre des erreurs que j'ai fait dans le passé. J'ai envie d'avancer avec un autre mindset, un autre état d'esprit. Passer de Ostende au RWDM, c'est pas la même chose. Non, bah déjà, dans une carrière, dans n'importe quel boulot, tu fais des erreurs et l'idée c'est quand même d'apprendre de tes erreurs, de te remettre en question. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai appris de ma dernière expérience, c'est qu'il y a des moments où il faut savoir dire non. Il y a des moments, si t'estimes que c'est pas possible, si t'estimes que tout n'est pas réuni pour avoir du succès, faut savoir le dire. Or, j'ai eu cette tendance de toujours essayer de faire avec 2 bouts de ficelle et 1 bout de carton, et ça a marché beaucoup de fois, mais à un moment donné, ça devient plus compliqué, donc je pense qu'il faut savoir dire non. Et là, quand tu parles un peu de vision qu'on peut avoir pour le RWDM, déjà, c'est d'en faire vraiment, de conserver et d'accentuer vraiment, d'en faire un club à l'identité bruxelloise forte, qu'on améliore les infrastructures du club. John l'a fait l'année dernière, on voit maintenant la pelouse sur laquelle on joue à domicile qui est une des meilleures en Belgique. Maintenant, il faut se doter d'installations pour l'entraînement qui est au niveau de la Jupiler Pro League. Il faut juste monter en compétences partout dans le club et vraiment qu'on stabilise ce club cette année et qu'on en fasse un club qui compte en première division belge. Tu parlais de John Textor, le contraste est quand même saisissant entre la réussite qui est la tienne en tant que dirigeant au RWDM sous la houlette donc de John Textor et l'Olympique Lyonnais, où là forcément la situation est beaucoup plus compliquée. Bon, l'idée c'est pas de te parler de Lyon parce que tu travailles pas au quotidien du tout, je te rassure, mais comment pour moi ce changement en tout cas pour toi c'est opéré quand tu vois par exemple la progression d'un club comme le RWDM et tu dis bah là il y a peut-être moins de pression, c'est peut-être ça aussi qui permet de travailler plus sereinement que dans un club à Lyon où on attend d'abord le résultat. Toi on t'a donné peut-être un peu plus d'espace pour avancer, de liberté d'action. C'est comme ça qui t'a convaincu, John Textor? Je pense déjà si tu compares un club du calibre de Lyon et du RWDM, à Lyon t'es dans un club où tu dois gagner. Tu dois gagner, soit tu dois gagner un titre, soit tu dois te qualifier pour une place en Champions League, même, je dirais presque une Europa League, déjà c'est un échec. Donc t'as une pression constante toutes les semaines du résultat. Chose que, il faut bien avouer, t'as pas encore au RWDM. Ce qui fait que là on a traversé une passe qui était un peu plus difficile. T'as bien sûr une pression qui augmente, mais t'as pas la même pression que tu peux avoir dans un club comme Lyon. Et quand tu travailles dans le sport, quand tu travailles dans un club, cette pression-là, elle fait douter dans l'équipe, elle fait douter dans les bureaux, elle fait douter dans l'environnement d'un club, les médias, tout ça. Donc ça ajoute de la difficulté. Donc je pense que Lyon, voilà, je vais pas commenter leur actualité, mais à quelques trucs près, ce début de saison a commencé à partir un peu en vrille. Et après, quand t'es parti quand tu commences à déraper, c'est compliqué de remettre un bateau comme ça sur la bonne route, tu vois. Ouais, je peux comprendre effectivement. Alors, je trouve ça très intéressant de te recevoir aujourd'hui dans l'émission parce que il y avait des petites choses qui n'allaient pas les semaines dernières du côté du RWDM dans le jeu. Je parle vraiment du jeu ici. On va se focaliser dans le football. Il y avait un espèce de RWDM time où, à un moment donné, dans les arrêts de jeu, c'était caisse, quoi. Vous étiez battu mentalement, vous encaissiez des buts, vous perdiez des matchs. Bah, on a vu complètement l'inverse, hein, dans le match face à Eupen que nous venons de vivre, donc le week-end dernier. Est-ce qu'il y a eu un travail? Est-ce que mentalement aussi, vous avez cherché, vous avez discuté? Tu me disais en off il y a quelques jours, oui, je parlais avec les joueurs, etc. Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience de cette problématique pour essayer d'avancer? Après, il y a deux choses, je pense. L'histoire de notre fébrilité dans le temps additionnel, à mon sens, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Parce qu'en fait, c'était pas notre réel problème. Pour moi, notre réel problème, c'est qu'on crée très peu d'occasions depuis quelques matchs. Et quelque part, on s'est retrouvé
dans des situations de gagner les matchs ou d'égaliser, et on a perdu des points bêtement. Ces points-là, il aurait fallu les prendre, mais est-ce que ces points-là, on les méritait véritablement? C'est une autre question. Pour moi, le vrai problème, c'était qu'est-ce qu'on crée, tu vois, plus que ce problème-là. Après, bien sûr que même si les points tu les mérites pas, il y a un moment, il faut savoir les prendre, quoi. Et quand tu as été dans les situations où on était, de lâcher autant de points, dont des points contre des concurrents directs, tu peux pas te permettre. Donc t'essayes d'analyser un peu ce qui s'est passé, tu te rends compte que c'est jamais vraiment l'erreur, elle vient jamais vraiment du même joueur, ou donc tu te dis ouais, effectivement les matchs passent et tu te dis il y a une petite psychose, et tu pouvais voir que dès qu'on menait ou dès qu'on était dans le match et que c'était tout de suite temps additionnel, franchement, tu voyais les jambes qui tremblaient, tu voyais le dégagement qui allait pas au bon endroit. C'est pour ça que je parle de mental, parce que c'est ça. Et vraiment, il y avait clairement quelque chose. Après, je pense que ce qui est important dans ces moments-là, c'est pas non plus d'alimenter la psychose, tu vois. Dire voilà, c'est arrivé une fois, c'est arrivé deux fois. Il y a des choses dans la vie, ça peut arriver deux fois, trois fois, sans qu'il y ait vraiment une suite logique dans les événements, tu vois. Donc, fallait pas alimenter la psychose. On a un coach qui a connu le très haut niveau, tu vois, le sens du détail. Et là, on est vraiment dans le détail. Lui, vraiment, c'était son rôle d'essayer de régler les problèmes par des petites choses à mettre en place. Je pense que ça a été le cas. Bizarrement, le match contre l'Olympique Charleroi en coupe, ça a servi un peu de thérapie, tu vois, parce que ça n'a pas été un match qui a été facile à gagner. Il a fallu aller le chercher avec le banc de touche. Il a fallu tenir dans le temps additionnel encore une fois. Et je pense que ça a été la bonne thérapie et que maintenant, écoute, j'espère que ces problèmes-là sont terminés. Mais tu fais bien de taper quelque part de ta main sur le bois, parce que je trouve que vous avez manqué beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite cette saison. Énormément. Ouais. Par exemple, je prends l'exemple très simple, le match Standard RWDM. Si à un moment donné, t'as pas un excellent, d'ailleurs, Michael Biron, qui est un très bon joueur, mais qui mange la feuille à 3 ou 4 reprises dans le match, le Standard, il ressort de ce match à 1-4, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est assez simple. Mais aujourd'hui, c'est arrivé dans d'autres matchs que le Standard. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc, voilà, comme face à Charleroi? Non, pas à Courtrai plutôt. Ouais, le match à Charleroi aussi, il gagne 0-1, et puis, il y a l'exclusion, McTargay, c'est pas lui qui commet, qui doit avoir la rouge. Et donc là, t'as 1-0, je pense que c'était à la 92e, c'était toujours 0-1 pour l'RWDM. Fin du match, tu perds 2-1, quoi. Ouais, après, on peut parler de chance, on peut parler de tout ça. Après, ça se provoque, tu vois. On est l'équipe qui frappe le moins un but dans le championnat. Donc, à un moment donné, si tu frappes pas, tu peux pas marquer. Après, tu parles du match de Charleroi. Le match de Charleroi, pour moi, c'est nous qui nous tirons une balle dans le pied. Moi, j'étais au stade, quand on va s'embrouiller sur la touche et que ça amène à l'expulsion injuste de Maktar. Injuste, certes, mais si on démarre pas l'embrouille, il sort pas. Et à mon avis, s'il sort pas, on revient avec un point, tu vois. Ouais, minimum, ouais. Et je pense qu'il y a rien à dire là-dessus. Mais ça, c'est une vraie marge de progression, la gestion des événements. Ouais. Quand t'as un entraîneur comme Claudio Cassapa, c'est cette dimension, quand tu vas le chercher, toi et John Textor, bien sûr, vous travaillez ensemble, mais cette dimension paternaliste, cette dimension fédératrice, c'est ça aussi que tu vas chercher chez Claudio Cassapa. Ouais, et puis c'est vraiment un mec qui a un man management, il est très fort là-dedans, il communique beaucoup avec les joueurs, il est très proche des joueurs, et il est dur quand il faut être dur, il est rassurant quand il faut être rassurant. Je pense qu'il les met dans les bonnes conditions pour performer. Après, faut pas oublier qu'on a beaucoup de joueurs qui ont jamais connu ce niveau-là dans l'équipe. On a aussi une vague de blessures assez incroyable. Je veux dire, on parle de 4-5 titulaires indiscutables qui sont absents. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'équipes en première division qui peuvent faire face à ça. Malgré ça, je dirais qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément programmés pour jouer autant, qui ont pris leurs opportunités. Je pense à Ilaï Kamara, Shuto Abe, qui ont pris cette opportunité et qui l'ont bien pris. Ils se mettent en avant. Qui l'ont bien pris, et c'est à ça que ça sert. Et on voit que malgré les absences, malgré effectivement le fait qu'on est moins dangereux qu'avant, on aurait pu prendre beaucoup plus de points. Donc c'est sûr que c'est décevant, mais il y a des leçons à en tirer. Je vais poser d'abord la question à mes amis chroniqueurs, et puis après je te laisserai y répondre. Quentin, quel est le véritable niveau en JPL aujourd'hui du RWDM? On fait abstraction que cet homme est à côté de nous. Non, bien sûr. Honnêtement, niveau, ils doivent jouer le maintien, c'est sûr. C'est un club promu, ils doivent jouer le maintien. Maintenant, ils peuvent viser clairement une bonne place dans les playoffs 2. Surtout que pour moi, ils ont un trait offensif que j'adore. René Adélaïde, Mercier
Et Gay, franchement, Gay, il impose, il a un physique. Moi, j'étais au match, notamment à Charleroi RWDM, j'étais aussi à Standard RWDM. Au Standard RWDM, Gay, il a mis une misère. Avec son physique, le goal qu'il met, notamment au premier poteau sur le coup franc, c'est super bien joué. Et derrière lui, il a Adelaide, qui a une qualité de passe incroyable. Les 2 derniers matchs, le caviar qu'il met encore, c'est magnifique. Et Mercier, qui pour moi a fait un magnifique match à Eupen et qui va monter en puissance s'il retrouve un peu de confiance, parce qu'il était sur le banc les matchs précédents. Pour moi, ça doit être un titulaire, Xavier Mercier, parce que quand on a Xavier Mercier dans le championnat, ça doit être titulaire. Et tu mets Gay devant avec les 2 joueurs comme ça derrière lui. Je pense que le RWM peut jouer des bons coups avec ça, parce que notamment, comme disait Gauthier, on crée pas beaucoup d'occasions. Mais je pense qu'avec un Adelaide, un Mercier et un Gay, tu devras t'en créer beaucoup plus des occasions. Thomas, quelque chose à faire. C'est une équipe excitante à voir jouer, le RWDM. C'est intéressant, c'est spectaculaire. On ne s'ennuie pas quand on regarde un match du RWDM dans la semaine. Non, c'est vrai, on s'ennuie pas, mais j'étais quand même assez sceptique en début de saison. Je vais pas mentir là-dessus. Le changement d'entraîneur m'a surpris, a surpris beaucoup de monde. Je suis pas le seul. J'avais beaucoup de doutes. Le principal intéressé aussi, je peux te le dire. Quand j'ai vu ça, pour moi, je me disais, ok, là, l'RWDM fait une grosse erreur. Je pense que la saison, elle est perdue. Après, il y a eu beaucoup de blessés, comme il disait Gauthier. Ça m'a un peu fait peur aussi. Mais les résultats sont là aujourd'hui. Donc, c'est que les remplaçants, comme il disait, comme Camara ou Abbé, ils ont eu l'occasion de jouer. Ils ont pris leur chance. Et non, c'est une équipe qui impressionne. Et après, lui, il parlait du trio offensif Reine Adelaide, Mercier, Guillet. Mais moi, je préfère quand même un Biron qui a vraiment fait un début de saison très bon, parce qu'il était à Ostend l'année dernière. Enfin, il était à Ostend sans vraiment être à Ostend, on s'est compris. Mais c'est ça que j'ai pas compris, que pourquoi à Ostend il a pas joué et pourquoi au REDM il est là. C'est pas qu'il a pas, il aurait joué. C'est parce qu'il a fallu qu'il soit vendu pour des raisons financières. Mais sinon, il aurait joué. Il avait été prêté à Nancy, je pense, hein, c'est pas ça? Ouais. Où est-ce que tu situes la marge de progression, Gauthier, quand tu entends l'avis de nos chroniqueurs, au niveau du même, je dirais, que ce soit au niveau individuel de tes joueurs, ceux que tu as recrutés, donc tu sais jusqu'où ils peuvent aller, ou même au niveau collectif. Tu pars d'un postulat de départ et puis tu te dis au maximum on va viser cette place-là, on va viser ce résultat-là, ou alors tu te laisses un petit peu porter aussi par l'élan. Déjà, tu vois, on parle un peu de notre niveau collectif au sein de la Jupiler Pro League. Moi, j'avais dit au début de saison, si tu veux, c'est le format de cette saison. C'est un format qui pousse à l'humilité déjà, parce que y a très peu d'équipes qui peuvent démarrer la saison en disant, il y a un moment donné, on va pas avoir chaud à un moment donné, quoi. Mm-hmm. On le voit aujourd'hui, tu vois. Donc déjà, beaucoup d'humilité, parce qu'à mon avis, c'est un championnat dans lequel il y aura jamais de ventre mou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu fais une série de 2-3 matchs, tu vas te retrouver à essayer d'attraper les playoffs 1. Et à un moment donné, si tu as une mauvaise série, comme ça vient d'être notre cas, tu te retrouves à avoir chaud, alors que effectivement, on pourrait avoir 5-6 points de plus avec un peu de détail. Aujourd'hui, on ne parlerait pas du tout de la même chose, tu vois. C'est la création du play-off pour le maintien qui crée ça. Hein. Donc, si tu veux, je pense que ça va se jouer à peu de choses. Mm-hmm. Et tu peux vite te retrouver dans une bonne dynamique, comme tu peux vite te retrouver dans une mauvaise dynamique. Après, le niveau de la progression, le niveau de l'équipe, dur à dire, parce que quelque part, on n'a jamais joué avec notre équipe type, on va dire, parce que avec les blessures qu'on a eues, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, Mika, il nous manque beaucoup, parce que c'était un joueur qui nous donnait de la verticalité, et que ça va être très intéressant de le voir après avec des Jeff, avec des Xavier qui ont cette qualité de passe. L'association, le partenariat à construire avec Maktar, entre Mika et Maktar, quelque part, ils ont joué très très peu ensemble, donc on n'a pas vu grand chose de ce partenariat, mais je pense que ça peut ressembler un peu à Gay Sakala, ce qu'on avait fait à Ostend. Et donc voilà, voir un peu ce qu'on peut faire. Claudio qui commence un peu à stabiliser ses choix défensifs. Donc voilà, un garçon comme Sambou qui avait fait également des bonnes choses. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut faire avec tous les joueurs qui reviennent, avec je dirais des complicités sur le terrain entre Reine Adelaide, Mercier qui commence à se construire, tu vois. Hazard qui va revenir en deuxième partie de saison. Très curieux de voir ce qu'il va apporter. Mais la concurrence, elle est rude. Il y a de la concurrence. Il y aura de la concurrence à tous les postes, ça c'est clair. Mais après, en tant que club, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Clairement. Non, le noyau a bien été confectionné au final. Quand tu vois tous les joueurs, les possibilités qu'il y a pour former une équipe, il y a de la qualité. Et il y a aussi un facteur qui, pour moi, est hyper intéressant, c'est comment est-ce que d'un brouillard, et on peut le dire, d'un chaos total à la suite du départ de Vincent Evrard, tu as réussi à ramener, en tant que directeur, mais avec bien sûr les gens qui t'entourent, de la clarté dans ce projet-là.
t'as amené une vision et une volonté aussi, je dirais, d'y voir avant tout le projet sportif et d'avancer et d'avoir envie de regarder cette équipe quelque part. Quand on démarre la saison et qu'on voit tout ce qui se passe dans les coulisses et dans l'arrière-cuisine, on se dit attends, mais où va le RWDM? Ils sont à peine arrivés. Puis il y avait aussi justement, tu parles de Kylian Hazard. Je pense que les déclarations de Kylian Hazard, elles n'étaient pas du tout nécessaires. C'est mon avis. Il aurait pas dû parler comme ça, surtout dans un nouveau projet. Et puis tu es arrivé et tout doucement, on voit que c'est un projet qui est de plus en plus lisible, ouvert, clair. Ouais, après, si tu veux, déjà le recrutement était déjà pas terminé, mais très très avancé quand Vincent est parti. Donc là-dessus, on n'a pas trop changé notre fusil d'épaule, je dirais. Après, c'est le crédit en revient aux joueurs, dans le sens où quand la décision a été prise pour Vincent, je les ai réunis, je leur ai dit voilà, il y a une décision qui s'impose à nous tous, vous êtes des professionnels. Voilà, vous devez être pro. Les gens qui vont arriver, ils ont pas choisi cette situation non plus. Ils arrivent avec les meilleures intentions, donc soyez pro. Et malgré, je dirais, voilà, il y a de l'affect, il y a beaucoup de choses. Ils ont vécu beaucoup d'émotions avec le staff précédent, c'est normal. Mais malgré ça, les mecs ont été super pros. Et je dirais, il n'y a pas eu de retard à l'allumage. Ça n'a pas entraîné de retard à l'allumage. Et après, il y a eu l'intelligence aussi de Claudio et de son staff quand ils sont arrivés, parce que c'est quand même une situation très très particulière, voire inédite. Il y a eu cette intelligence d'arriver avec beaucoup d'humilité, à dire voilà, moi je suis pas venu non plus pour tout changer par péché d'ego, je vais changer certaines choses parce que je veux les améliorer, mais ce qui marche, je vais le conserver. Et, tu vois. On peut le confesser quand même, à un moment donné, c'est des discussions qu'on avait eu toi et moi, tu t'es dit où est-ce que j'ai mis les pieds, quoi. À ce moment-là, tu t'es quand même posé la question. Quand l'entraîneur change à 4 jours du premier match de championnat, si tu veux, c'est assez étonnant. J'ai de l'imagination, mais c'est pas le genre de truc auquel t'es préparé. Humainement, parce qu'on en parle énormément, beaucoup de personnes le critiquent, parlent de lui. Toi, tu le connais, tu fais des réunions quasiment tout le temps avec lui. Qui est vraiment John Textor? C'est un passionné de foot, mais vraiment un vrai passionné. Moi, je suis passé d'un fonctionnement où je travaillais avec des financiers, je parlais de compte de résultats, de rentabilité, ce que tu veux, à quelqu'un qui ne parle que de foot. Donc c'est assez particulier. Alors parfois, t'es pas d'accord sur tout, parce que on a tous notre opinion. Quand on regarde un match de foot, on va pas tous être d'accord. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment fondamentalement passionné de foot, qui est un supporter aussi dans l'âme. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment faire en sorte que c'est vrai, quand il le dit, il veut que ses clubs gagnent, quoi. Quand on parle de modèle multi-club où certains vont t'expliquer, ouais, ce club-là va développer un joueur qui va partir là. Lui, il est vraiment en mode, non, mais moi, je veux que chaque club gagne, en fait. Mm-hmm. C'est ça qui le guide, en fait. Ok, il y a plusieurs clubs dans la galaxie et ils peuvent s'aider mutuellement, mais il y en a pas un qui doit, je dirais, faire le boulot pour les autres, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est quelque part quand on peut reprocher à certains propriétaires, on parle notamment des propriétaires du Standard, c'est un sujet qu'on va aborder, le Standard de Liège, dans cette émission un petit peu plus longuement, qui reste relativement reculé, qui gère uniquement l'aspect financier. Ici, John Textor, ce qu'on lui a reproché, c'est le contraire, quoi. Quelque part, aller un petit peu trop loin au niveau des compos d'équipe, etc. Rentrer vraiment dedans. Mais c'est l'aspect positif aussi d'un dirigeant qui, à un moment donné, est impliqué avec son cœur dans cette équipe. Enfin, Gauthier. Ah non, mais je pense, pour avoir connu les deux, encore une fois, je pense qu'il faut toujours préférer quelqu'un qui a de l'affect, quelqu'un qui s'attache, qui regarde les matchs, qui a une opinion, qui est demandeur d'avoir des informations sur le groupe, sur les choses comme ça, tu vois. Mm-hmm. Il vaut mieux toujours ça, parce qu'à un moment, un passionné, si les choses elles prennent bien, tu peux l'emmener dans un projet qui devient incroyable, tu vois. Ouais. Alors qu'un financier, ça reste un financier, quoi. Effectivement. Magnifique transition pour nous parler justement non pas de l'aspect financier, mais de l'aspect sportif. C'est les grands moments de la semaine, messieurs. Et on démarre avec une question très simple. Elle concerne les Diables Rouges. On entre maintenant au niveau de la trêve internationale. Le match face à la Serbie pour la Belgique et puis ce match face à l'Azerbaïdjan. Zinho Van Eusden sorti blessé. Jan Vertonghen incertain. Amin Al-Dakil également blessé. Arthur Théâtre enfin de retour dans le 11 de base du Stade Rennais. Et puis on voit Jonas Spillers qui s'entraîne petit à petit aussi avec les Diables Rouges. Qu'attendez-vous du match amical de la Belgique face à la Serbie, Quentin? Bon, alors déjà quand même des tests, parce que l'Euro arrive dans moins d'un an. Et un Euro, je dis pas de le gagner, mais au moins de performer. Ça se performe pas à 11, ça se performe avec un groupe complet. Donc déjà, il faut avoir des joueurs qui sont prêts. On sait qu'ils peuvent avoir ce rôle
Donc notamment pour moi, déjà donner une titularisation à Openda, parce qu'il faut qu'il prenne du temps de jeu avec cette équipe nationale pour moi. J'aimerais bien tester Trossard en 10. Moi, j'aimerais bien tester Trossard en 10 pour avoir une alternative également. Mais il a normalement testé Deman au bas gauche. J'aimerais bien tester quelqu'un d'autre que Woodfast en défenseur central droit, parce qu'il faut avoir une alternative, parce que pour moi, Woodfast, ça doit pas être titulaire avec l'équipe nationale belge déjà. Donc, quelqu'un faire ce changement, quand même garder des cadres, pour quand même avoir une ossature, mais je veux dire, à des endroits où c'est un peu indélicat, par exemple, Castagne, au poste de défenseur droit. J'aurais bien aimé prendre un Siquet, mais qui n'est pas pris avec les A, mais j'aurais bien aimé tester d'autres choses quand même. Thomas n'était pas du tout d'accord dès le début de ta prise de parole. Ouais, mais c'est un pro Lukaku. C'est un pro Lukaku. Si Lukaku n'est pas en forme, il faut qu'un Penda, il ait ses automatismes, notamment avec un Doku. Il faut qu'il prenne ça. C'est pas à l'entraînement, c'est en match qu'il va prendre ça. Ouais, mais justement, en parlant d'automatisme, je pense pas que Lukaku devrait avoir des automatismes avec Doku et Bakayoko, que c'est le moment de toujours jouer avec les trois même. Il peut les avoir au match contre Liechtenstein, il peut avoir dans d'autres matchs. Liechtenstein? Contre toutes les équipes. L'Azerbaïdjan. Toutes les équipes, Liechtenstein, l'Azerbaïdjan, tout ça. Non, moi, je pense qu'il faut vraiment continuer. Tu joues les trois, tu joues Lukaku, Doku, Bakayoko. Il faut qu'on mette ces trois-là pour préparer l'Euro, justement, pour avoir ces automatismes. Ils jouent quasiment jamais ensemble. Ouais, mais du coup, alors, si Lukaku, il se blesse? Et Lukaku, il peut être fragile. Ouais, mais on connaît. Si tu commences à non, il y a des fragilités. Donc, c'est-à-dire que tu comptes que sur Lukaku devant, dans ce cas-là. Ben non, mais Lukaku, c'est notre numéro 9. On compte sur lui. C'est le numéro 1. On va pas mettre Openda. Regarde avec la France. La France, une fois, il met Giroud. Une fois, il met Mbappé. Une fois, il met Colomboigny. Il arrive, il teste, il met des autres choses comme ça. Ces joueurs peuvent avoir du rythme. Là, Openda, tu lui donnes aucun rythme avec l'équipe nationale belge. Bah oui, mais c'est parce que peut-être il croit pas en lui en titulaire. Oui, en titulaire. Et parce que Lukaku est meilleur. Non, mais t'es d'accord avec moi. C'est quand même mieux de mettre Lukaku maintenant que Openda. Ça sert strictement à rien de tester Openda maintenant. Et si on demandait l'avis à Gauthier? Je pense que vous mettez le doigt sur le métier de sélectionneur, en fait. Tu dois, effectivement, je pense que quand tu as raison, tu dois préparer un groupe dans son ensemble pour un tournoi, mais tu as très peu de temps t'as très peu de temps et très peu de matchs et très peu d'opportunités pour travailler ça, donc là-dessus, je peux te rejoindre aussi, mais vous mettez le doigt sur la difficulté du rôle d'un sélectionneur, quoi. Et surtout l'importance d'un match amical, parce que quand on dit bien Belgique, Serbie, bien sûr, l'Azerbaïdjan, on peut se douter qu'on aura un 11 de base relativement clair, avec des retours, notamment Jan Vertonghen, qui ne sera certainement pas titulaire face à la Serbie, mais qui devrait l'être face à l'Azerbaïdjan, ce qui veut donc dire qu'on a aussi la place pour essayer d'autres choses. Quel est le degré de gravité, quelque part, si on ne performe pas face à la Serbie, Thomas? Mais c'est pas grave de pas performer. Et peut-être qu'il fera des tests, il mettra Openda. Mais moi, je trouve que c'est pas le moment. Surtout que maintenant, on a un Doku qui est super en forme. Bakayoko, pardon, l'est aussi. C'est vraiment le moment de laisser ces deux sur les ailes là et de jouer avec Lukaku, préparer Non, on n'est pas d'accord. Non, justement, pour moi, c'est le moment là, justement, où c'est pas le moment, c'est quand c'est le match amical en Angleterre. Là, c'est pas le moment, parce que là, tu dois te préparer pour l'Euro. Là, tu dois avoir ton haut type. Là, tu vas le confronter contre une grosse nation. Ici, t'as quand même, la Serbie, c'est quand même une belle nation, mais t'es quand même ici au mois de novembre. Donc, t'as justement ce moment pour préparer. Mais c'est au mois de mars. Là, au mois de mars, tu peux pas tenter ça. Au mois de mars, tu peux pas tenter Il te reste combien de matchs avant l'Euro? Oui, c'est justement. Il t'en reste 3-4. 3-4, mais t'as l'Angleterre, t'auras encore d'autres matchs pour préparer cet Euro. Ici, c'est le moment, je trouve, parfait pour tester des autres joueurs. Si tu le tentes pas maintenant, tu le tenteras jamais, hein. Tenter des autres joueurs, on a parlé effectivement de Deman, t'as parlé d'Openda. T'es à ton défenseur central gauche pour remplacer Vertonghen, bien sûr, parce que Vertonghen même s'il fait quand même du bon boulot en Anderlecht cette saison, il faut le dire, mais ça reste... pas un cadeau de lui mettre Vlahovic, Mitrovic à Arthur, hein. Et ça reste un joueur assez âgé, mais Arthur, ça justement, il va falloir lui faire un test parce que quand il va jouer à l'Euro, il va jouer contre des gros joueurs. Donc là, je dis pas qu'il en est pas capable. Gauthier, je t'ai vu faire la moue. Pour connaître l'animal, il est jamais aussi bon que quand tu lui donnes un gros client, justement. Ah, ok. Quand il sait qu'il va jouer, quand il est en Italie, qu'il sait qu'il va jouer Ibrahimovic, quand il est en France, qu'il sait qu'il va jouer un tel, il est jamais aussi bon que quand il s'excite comme ça pendant 2-3 jours avant un match. Donc si tu lui dis qu'il va avoir Vlahovic, donc parfait, il va être demandeur de ce match-là, tu vois. Quelque part, oui, effectivement. Puis ça peut même ouvrir d'autres perspectives. Enfin, voir un Arthur Théâtre en défenseur central gaucher, c'est quand même le seul défenseur central en Belgique qui a de la vitesse et qui, en plus de ça, a cette volonté tout le temps d'aller regarder et d'avancer quand il a de l'espace 5-10 mètres pour avoir une proposition footballistique vers l'avant. C'est pas le cas de Wout-Faes, c'est pas le cas de Jan Vertonghen, c'est pas le cas des autres défenseurs centraux qui seront concurrents avec Arthur. Ça aussi, c'est la grande force d'Arthur, tu le connais bien, Gauthier. Je pense qu'en plus, il a la chance d'avoir maintenant un sélectionneur qui a un style de jeu qui lui correspond à 100%. Arthur, c'est un mec qui peut défendre très haut, quelque part, il faut... Ce que veut Domenico Tedesco. Tu vois, faut en avoir pour défendre très haut, parce que tu sais que tu vas te faire prendre dans le dos, donc
faut des mecs qui ont pas peur. Lui, il a pas peur. Et je pense que au-delà des qualités footballistiques que tout le monde connaît, c'est un mec, c'est un leader, tu vois, sur un terrain, c'est un battant, c'est un leader. Et il te faut des joueurs comme ça. Et tu vois, j'étais déçu qu'à la Coupe du Monde, cette génération-là, ils aient pas un peu de temps de jeu. Parce que c'est là que tu prépares, je reviens un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est là que tu vas préparer pour gagner les prochains tournois. Ouais. Et c'est là que tu devais leur donner l'expérience et tout ça. Parce que pour moi, Faire ce qu'ils ont fait, ça sert à rien. voilà, Arthur, il va être dans cette sélection pendant longtemps. La question, c'est à quel moment tu peux en faire un leader pour aller gagner quelque chose, quoi. Mm-hmm. Ouais, je comprends. Après, il y a aussi, moi, Arthur ne s'en plaint pas, mais cette question du latéral gauche ou du défenseur central, à un moment donné, pour la qualité d'un joueur et pour son développement, tes dirigeants, tu le sais comme moi, c'est mieux de voir un joueur qui est capable toute une saison de performer à un même poste, plutôt que de dépanner à gauche, ensuite il va au central. Ouais. C'est pas facile aussi pour lui. Lilian Thuram, il gagne la Coupe du Monde 98 en étant latéral droit, et il joue la finale de 2006 arrière central. Oui, mais il avait pas le même âge. Il a évolué en tant que footballeur. Ouais, mais ce que je veux te dire, c'est que la polyvalence, à un moment donné, ça sera toujours un avantage pour lui, je pense. D'accord. Après, je vois ce que tu veux dire. À un moment, il faut savoir se fixer aussi. Mais... Pour se développer individuellement en termes de potentiel, c'est ça que je veux dire, tu vois. Mais je pense que voilà, à un moment donné, les planètes s'aligneront et son vrai poste, c'est défenseur central. Il n'y a pas de choix à gauche, donc tu es obligé de le mettre à gauche. Effectivement. C'est ça le problème, hein. C'est le back gauche et le back droit. Le problème, parce que Castagne, ok, Castagne, ça va, mais c'est pas non plus glorieux non plus. Castagne est à Woodface aussi. Donc encore heureux qu'il y a théâtre dans cette défense, parce que le reste c'est catastrophe. Quand on va rechercher un Spillers pour s'entraîner, Spillers qui n'est pas non plus flamboyant avec le club de Bruges cette saison, pas du tout. Franchement, t'es gentil. Voilà, je suis gentil, voilà, d'accord. Mais reprendre un Spillers, ouais, bien sûr, mais c'est pas, je pense, c'est pas le mettre en position. Ok, d'accord. Si tu pars de ce principe-là. Il y a un certain Joël Chinctien à Oshel qui est meilleur que lui. Blessé. Si tu pars de ce principe-là, il y a un certain Nathan Ngoy qui n'est pas blessé, qui est meilleur que lui. Voilà. Si tu pars sur la qualité individuelle et le potentiel d'un joueur sur ce qu'il peut devenir sur les années prochaines, il y a d'autres choix à faire. Voilà. Ouais, je sais, mais il a une certaine pression, il est jeune, et il sait qu'il est titulaire parce qu'il n'y a pas de concurrent. Il vient de Club Next, l'année dernière, il a pas de, moi je pense qu'il faut laisser du temps aux jeunes. Il faut pas être comme ça, faut pas les accabler du jour au lendemain comme ça. Ils peuvent grandir, on verra bien. Il y a une certaine pression parce que les résultats n'y sont pas. Avec l'entraîneur, pas tout le monde est fan de lui au club de Bruges actuellement parce que les résultats ne suivent pas. Moi, je pense que Spillers peut devenir quelqu'un de fort dans les années à venir. Mais c'est ce qui fait encore une fois la grande différence entre la Belgique, la nation de la Belgique et les autres nations. C'est qu'on gagne un grand tournoi avec une grande défense. Exactement. Elle n'est pas présente chez nous. Un problème défensif clair. Ouais. Mais en tout cas, j'espère au match vu qu'on parle, Quentin aimerait bien avoir des tests, j'espère qu'on verra Arnaud Baudard dans les buts. Alors, autant faire des tests. Il est malade. Il est grippé au moment où on se parle. C'est dommage. On verra pas Baudard dans les buts. C'est dommage. C'est le moment de le tester parce qu'imagine Courtois. C'est le moment de le vanner. Imagine Courtois refuse de revenir en équipe nationale. Castel se blesse. Il faut mettre Baudard. Faut le tester. C'est le numéro 3, mon gars. Ouais, c'est ça. Bon, allez, Quentin, on a arrêté de te vanner là-dessus. Ouais. On va. Je vais juste te poser une dernière question qui concerne le milieu de terrain. On a vu d'abord le premier choix de Tedesco, 26 noms au lieu de 24. Ouais. Est-ce que tu étais étonné? Pas forcément, parce qu'il y a un match amical, donc comme je le disais tout à l'heure, il faut souder un groupe, donc ça cette passe aussi par là. De créer un groupe. Pour moi, je trouve intéressant, notamment reprendre des Vermeeren et tout, comme disait Gauthier, pour l'avenir, parce qu'on sait que Vermeeren va avoir cette place en équipe nationale pendant encore de nombreuses années, donc moi, non, je trouve ça intéressant. Ok, cette volonté de créer un groupe, et puis un choix étonnant, quand même. Astor Vranckx qui revient tout doucement titulaire avec Wolfsburg. Un peu trop tôt, ouais. Mais effectivement, il avait été bon lors de sa sélection. Je crois qu'il avait mis une passe décisive. Il avait été vraiment, vraiment bon lorsqu'il avait joué en match officiel avec la Belgique. Mais pourquoi en lieu et place de Charles de Ketelaar? Et pourquoi est-ce que Tedesco dit ouais, non, en fait, c'est en lieu et place d'un joueur offensif qu'on prend un autre milieu de terrain. Non, mais après... Vous y voyez quelque chose de clair, Thomas? Déjà, il n'y a pas Keita. Donc, si Keita était là, je pense que Vranckx n'aurait pas été sélectionné. Et même chose si Lavia, par exemple, parce qu'on a Roméo Lavia qui est encore là aussi. Je pense que s'il était là aussi, s'il n'était pas blessé, Vranckx, on n'en parlerait même pas. Donc, je pense qu'il l'a fait parce que c'est dans sa liste, dans sa hiérarchie, c'est lui qui passe en premier, je pense. Le joueur qui t'impressionne le plus chez les Diables Rouges, tu vas me dire certainement c'est Doku, je suppose. Bon, là, il est blessé, mais c'est De Bruyne. De Bruyne. Ouais, c'est Ballon d'Or, c'est niveau Ballon d'Or, quoi.
T'es un peu fan de la Belgique maintenant que t'es souvent en Belgique? Bah écoute, il y a une proximité géographique depuis toujours et forcément depuis que je travaille en Belgique. Non, en plus t'es du Nord, c'est des cousins, on oui, est cousins quasiment, on peut puis, le dire. Voilà, j'ai un lien un peu particulier avec Arthur. Donc ouais. Ouais, effectivement. On va passer au deuxième moment fort de la semaine. On va s'attarder, une fois n'est pas coutume, à un club dont on parle peu ici dans l'émission. Ouais. C'est le KRC Genk. Alors, le KRC Genk qui difficilement l'a emporté ce week-end 3-1 face à OHL. Ma question, elle est très simple. Ils sont actuellement 4e au classement général. Quel est leur réel niveau, Thomas? Bah justement, tu dis qu'on en parle peu. Pourquoi on en parle peu? Parce qu'ils sont pas sexy. Exactement, mais c'est vraiment, c'est pas ce que j'avais en tête, mais ça correspond à ce que je pense dans ma tête. Tu vois, donc, en fait, le truc, quand je regarde les matchs de foot en Belgique, j'ai ce truc avec la Gantoise, avec l'Union, j'aime regarder leur match quand je vois que le match se joue dimanche à 16h, que c'est la Gantoise qui joue, ah ben, j'allume ma télé sans problème. Game, quand ils jouent, j'ai pas ce truc, ils arrivent pas à me convaincre pour l'instant. Même Anderlecht ne me convainc plus, depuis l'arrivée d'Hazard, pas avant. Que la forme actuelle de Genk. J'ai pas ce truc, je prends pas plaisir à les regarder. Je partage assez ton avis, c'est beau, c'est lisse, c'est propre, Quentin, mais au final, ça manque de grinta un peu. Ouais, je suis 100% d'accord avec Thomas. Fade. Je me suis mis dimanche à 16h de mon canapé devant Genk OHL. J'ai failli m'endormir. Non, vraiment. Bah, dimanche après-midi, c'est parfait pour la sieste. Bah ouais, vraiment. Peut-être de WAM, mais j'étais en train de tomber endormi aussi. Ah ouais, vraiment, je suis parti faire des courses parce que c'était vraiment fade, comme tu disais. Alors qu'ils jouent à domicile, ils ont quand même des joueurs qui ont du potentiel individuellement. Donc c'est pour ça que je suis assez déçu. Même en Coupe d'Europe, ils sont 3e de leur groupe de Conference League. C'est pas glorieux non plus pour une équipe comme le KRC Genk qui a des très bons potentiels, de très bons jeunes. J'ai l'impression qu'avec Vranken, la sauce n'arrive pas à prendre. Oui, des prochains déplacements du KRC Genk, ce sera à la Fiorentina en UEFA Conference League. Effectivement, il y a un match au Standard. Calme-toi, Quentin, on s'entend bien le Standard. Ça va bien se passer. Non, mais c'est un match qui va être chaud parce que on sait ce qui se passe au Standard, on en reviendra après. Donc, et la Fiorentina, le match crucial, hyper important. Ils jouent contre le premier du groupe. Tu sais que si tu perds la Fiorentina, Ferencvaros va jouer contre Kukariki. Donc, autant dire que victoire impérative pour la Fiorentina. Tu as réussi à le dire sans faire de problème. Kukariki, qui est un club serbe. Exactement. Effectivement. Tu as déjà affronté le KRC Genk cette saison? Ouais, premier match 4-0. Donc moi, personnellement, je l'ai progressé. Mais lors de ce match-là, ils étaient très bons. Ouais, ils ont très bien joué. Non, je pense qu'ils ont énormément de qualité, de vitesse dans le dernier tiers de terrain. Après, c'est vrai que tu retrouves pas la folie que tu peux retrouver quand tu regardes un match de l'Union où il y a des renversements de situation, il y a des gestes, il y a des trucs comme ça. Je pense qu'ils ont énormément de qualité et je pense qu'ils vont, moi je les vois bien. Ils devraient monter en puissance. Moi je les vois monter en puissance personnellement. Par contre, c'est une équipe, parce qu'on en a parlé il y a 2 semaines, on parlait des équipes s'ils avaient un noyau assez étoffé pour la D1. C'est le cas des Limbourgeois. Ah oui, carrément. Ça, c'est comme je disais, la Gantoise, quand tu compares la Gantoise avec les autres équipes, à chaque poste, ils ont une doublure de qualité. Ouais. La Gantoise a ça aussi, et Genk aussi. C'est les 2 seules équipes de notre championnat qui peuvent. C'est quand même une équipe qui a été chercher El Hadj et El Wadi. Ouais, pour la mettre sur le. Il n'y en a aucun des deux qui joue. C'est vrai. Ouais, c'est te dire. El Wadi bientôt, quand Munoz partira en janvier. Je pense que t'es plus psychologue que tout le monde, toi. Même KMB ou Fadera, c'est des joueurs qui ont le potentiel d'être titulaires. T'as encore Royan, hein? Royan qui est sur le banc. C'est incroyable. Effectivement, et puis ça confirme aussi que ça a bien travaillé du côté du RWDM pour vendre 2,5 millions d'euros. Quand même, c'est une belle somme, 2,5 millions d'euros pour le RWDM au KRC Genk. À la base, il était censé rester une saison plus. Au final, l'opportunité lui a été donnée et finalement, il a su te convaincre, en fait. Écoute, disons que on n'était pas parti avec ce plan-là en tête quand on a construit l'équipe. Après, c'est commencé quand il y a un joueur qui s'est vraiment mis en tête de partir, quand il y a un beau projet comme Genk, je veux dire, on peut pas contester le fait que c'est un projet solide et voilà. Après, on avait nous trouvé satisfaction dans la personne de Sambou avec un joueur et un deal qui nous correspondait bien. Donc ça s'est fait comme ça. Après, je pense que Zach s'attendait à autre chose en signant là-bas. Mais honnêtement, son absence ne se fait pas vraiment ressentir, j'ai l'impression, de mon côté. En fait, si tu veux, ce qui a été bien, c'est que ça a cliqué tout de suite avec Sambou dès le premier match. Et Camara joue très très bien aussi à ce poste-là. Donc franchement, qu'il soit là ou pas, je ressens pas son absence.
Non, c'est vraiment intéressant. Alors c'est un bon joueur, je dis pas ça. Le début de saison qu'il a fait au RWDM était très très bon. L'année dernière surtout, les matchs qu'il joue en D2, c'était... Et c'est aussi cette grande capacité qu'a le RWDM, mais comme le championnat de Belgique, à savoir avoir un niveau qui n'est pas trop, mais qui permet à certains jeunes d'être post-formés de la bonne manière, de faire ce qu'on appelle le saut de qualité, et puis ensuite pouvoir, je dirais, être directement sur les radars des clubs de top 5 league, quoi. Là aussi, il est là, même on parlait de John Dexter tout à l'heure, pour un investisseur, il y a cet intérêt de se dire, c'est hyper intéressant parce qu'on peut faire aussi, et je pense que le Pacific Media Group, propriétaire de ton ancien club, le savait aussi, on peut faire beaucoup de sous, on peut faire beaucoup de ventes, et un talent comme ça, il a même pas fait une saison en première division, il est vendu 2,5 millions. Est-ce qu'on se rend compte du truc, en fait? La Challenger Pro League, c'est pas un championnat visible, hein. Ah non, clairement pas. Et il a quand même été super bien vendu, Zachary El-Ouadi. Donc, quand même, c'est pour dire aussi le potentiel qu'a ce championnat de Belgique, qui en termes de niveau et d'intensité, parfois est décrié. Moi-même, je me dis, je me rappelle d'un match, je regardais sur mon téléphone, j'étais avec des amis, je regarde le match de Charleroi à Malines, pendant que le Real Madrid passe à la télé. Je me dis, mais en fait, c'est pas le même sport, quoi. Ah oui, non, on n'est pas sur le même sport. Mais par contre, effectivement, ça, c'est les qualités du championnat de Belgique. Mais en Challenger Pro League, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont ce niveau pour jouer en D1A, et je pense notamment à un joueur que vous avez eu l'intention de le recruter, ça n'a pas marché, je pense que ça a duré pas mal de semaines, c'est Thibaut Verlinden, si je me trompe pas. Il était dans vos petits papiers, et c'est dommage d'ailleurs qu'il ait pas pu monter avec vous, parce que c'est un joueur qui a le niveau de D1A pour moi. Non, mais clairement, il y a des super joueurs en DAB, et je pense que la DAB va devenir de plus en plus compétitive. Pareil tout à l'heure de Eli Camara. Ça a réussi aussi aujourd'hui parce qu'il a eu ces dizaines de matchs en DAB. Et je pense que ça aurait pas été le cas si les formats avaient été ceux qu'ils étaient avant, quoi. Eli Camara, ancien joueur du Sporting d'Anderlecht. C'est celui qui nous offre une transition toute trouvée avec le débriefing du match La Gantoise Sporting d'Anderlecht. Alors, bien sûr, il s'agit pas nécessairement on va pointer, je pense que Thomas est déjà prêt à défoncer Anderlecht, il n'y a pas de problème. Mais je voulais vous demander, parce que les Mauves n'avaient plus gagné depuis 11 matchs à la Gelamco Arena, est-ce qu'ils vous ont, dans le jeu, je répète bien, dans le jeu, convaincu ou pas, Thomas? Mais en fait, ils sont arrivés avec une tactique complètement différente de ce qu'ils avaient proposé les dernières semaines. Ils sont venus pour défendre comme la Gantoise l'avait fait à Anvers. Donc, j'avais pas l'impression qu'ils avaient envie de gagner ce match, même s'ils ont eu les occasions pour en marquer. Pour moi, mine de rien, la Gantoise était quand même au-dessus d'Anderlecht, et c'était eux qui devaient prendre les 3 points lors de ce match. D'accord, Quentin? Ouais, d'accord avec Thomas. La Gantoise était clairement un niveau au-dessus. La première mi-temps qu'ils ont sorti, ils peuvent sortir un 3-0, c'est parce qu'il y a Hazard qui provoque le penalty. Mais la différence, c'est que Anderlecht est clairement venu pour ne pas gagner, pour prendre un point, et ils ont réussi à prendre ce point. Donc c'est un point précieux, parce que c'est un concurrent direct qui devait prendre les 3 points, qui finalement ne les a pas pris. Et c'est là que je veux revenir notamment avec une déclaration par exemple de Karl Hufkens, qui dit moi je m'en fous de perdre 4-0, je veux qu'on joue bien. Alors que Rimmer est peut-être dans cette optique, moi je m'en fous qu'on joue bien, mais je veux prendre les points. Et donc c'est ça qui fait la différence, et c'est ça qui pour moi Anderlecht le met dans une position intéressante, parce qu'aller prendre un point à Gand, il y a pas tout le monde qui va le faire. Hein. Garde ton jus sur le standard, on sait que... Non, mais c'est pour faire la comparaison qui dans ce cas-là peut être utile. Parce que Rimmer, dans ce cas-là, ne disait pas, moi, je m'en fous de perdre 4-0 à Gand tant qu'on joue bien. Moi, je veux défendre à Gand, je veux prendre un point à Gand, et il l'a fait. Après, la Gantoise aussi a pêché par manque d'effficacité également. Oui, c'est peut-être ça aussi qui manque aujourd'hui. J'étais très étonné de ne pas voir Gift Orban titulaire. Étonné. Effectivement, au regard de sa forme, je pense que ça s'explique, il n'y a pas de souci. Par contre, il commence à remarquer, ça allait de mieux en mieux. Est-ce que c'est pas dans ces matchs-là aussi qu'il faut peut-être prendre le risque de sortir un Tissou Dali et mettre un Orban, Thomas? Il a sorti Kuipers pour Orban, il l'a fait. Mais moi je trouve que Tissou Dali mérite sa place actuellement, c'est lui qui doit être aux côtés de Kuipers, même si Orban il est très fort, il est très bon. Mais je trouve que Tissou Dali a ce côté technique que Orban n'a pas, et quand tu associes Kuipers et Orban, t'as pas ce petit côté de folie. Orban il est très bon, il est très efficace en fait, mais dans le jeu c'est pas le meilleur. Je préfère avoir un Tissou Dali, et je pense qu'ils seront meilleurs avec un Tissou Dali. Gauthier, c'est fou comme le football va vite. Il y a peut-être 2 mois pendant le mercato, on parle d'un intérêt très concret, un joueur validé par Ange Postecoglou qui a été élu quand même manager du mois avec Tottenham en première ligue. 30 millions d'euros plus bonus pour aller jusqu'à 35. On parle de ça, il y a des discussions, beaucoup d'agents qui essayent de manger sur le dossier, beaucoup de trucs qui se passent avec Gift Orban. Ensuite, la lumière s'éteint et il est sur le banc.
C'est dingue comment est-ce qu'on peut passer d'une réalité à une autre après, dans le football. Après, c'est peut-être aussi parce que il y a eu une folie un peu médiatique autour de lui. Moi, j'ai toujours... S'ils ont eu plus de 20 millions d'euros sur la table pour lui, je suis très étonné qu'il soit pas parti, quoi. Ouais. Enfin, personnellement, après, c'est un mec, la saison dernière, il pouvait frapper du pied gauche à 35 mètres les yeux fermés, ça faisait... Non, mais tu vois, il y a des moments, il y a des moments quand même comme ça, tu vois. Ouais. Surtout pour les attaquants. Et je pense que c'était le moment de le vendre, personnellement. Ouais, je pense qu'il regrette là. Je pense qu'ils doivent regretter de ne pas l'avoir vendu. Mais comme si c'est vrai. Oui, parce que c'est ça. Parce que si vraiment il y avait, comme il disait, une offre de plus de 20 millions et que la Gantoise les refusait, sachant qu'ils n'ont pas des problèmes financiers, mais les sous, ils auraient pu les utiliser parce que c'est pas un club en super santé financière, ça m'étonne qu'ils aient pas vraiment accepté. Donc je pense pas que l'offre a vraiment été posée sur la table. Non, effectivement. Alors ce que je peux te confirmer, c'est que bien souvent quand on parle d'offre dans ce cadre-là, c'est pas une offre envoyée par mail comme par exemple ce que Leipzig a fait avec Rennes, où c'est un mail de Max Eberl en disant notre intention est de faire un prêt avec obligation. Je crois que c'était une obligation d'achat qui se levait en janvier, et puis directement après on y allait et on signait le joueur. Ici, ça n'a rien à voir avec ça. C'est directement des intermédiaires qui avaient été mandatés par la Gantoise, qui discutaient avec d'autres intermédiaires qui étaient mandatés du côté de Tottenham. Beaucoup d'intermédiaires. Voilà, tu sais ce que c'est, c'est non, comme moi ça je parle le football. En direct avec les clubs. Excuse-moi. Il y a certains qui n'ont pas ton réseau, visiblement. Ils n'ont pas la possibilité de le faire, ou alors qui souhaitent effectivement faire rentrer un peu de sous dans l'escarcelle. Ça sert aussi à ça, les mandats clubs, on appelle ça. Mais oui, effectivement, il n'y a pas eu d'offre écrite. Pour répondre à ta question. Donc, je pense que c'est ça. Voilà. Puis il y avait un certain MG qui avait envie aussi de gratter, MB, pardon, qui avait envie de gratter, si tu vois de qui MB, je parle, MB, voilà, qui avait envie de gratter un peu, qui n'était pas du tout dans le dossier, et je pense que ça a fait péter le deal. Voilà, comme ça au moins je peux te le dire. Quelqu'un qui n'a rien à voir dans le dossier, qui veut s'immiscer dans le dossier, et avec la complexité du club vendeur, parfois, n'est-ce pas, mon cher Gauthier? C'est pas la première fois. Voilà, ça peut faire péter un deal. On va parler de Burnley maintenant, parce qu'on parle peu de Vincent Kompany, et quand même, ça va très très mal. J'en parle cette semaine parce que la situation devient critique. Officiellement, Burnley est aujourd'hui lanterne rouge de Première Ligue. Ça commence à devenir très très compliqué pour Vincent Kompany. Très simplement, est-ce qu'il a atteint sa limite, Quentin? À Burnley, oui, je pense, parce que notamment, ça marchait bien en Division 2, mais c'est pas la même chose en Première Ligue. Uniquement se baser sur un réseau de Pro League, c'était pas la meilleure des idées, je pense. Il y a des bons joueurs, mais quand tu vas par exemple recruter un Nels Delcroix qui joue même pas Anderlecht, des joueurs comme ça, je trouve qu'il y avait des choix vraiment un peu bizarres. Et donc là, pourtant, je pense que ça peut être un très bon coach. On a notamment vu ce qu'il a fait à Burnley, ce n'est pas rien. Gagner en Championship, il faut le faire. C'est pas un championnat facile. Donc oui, ici, je pense qu'à Burnley, malheureusement, il est arrivé au bout. Alors, il y a quelque chose qui est assez criant, frappant. Je ne sais pas si toi, en tant que dirigeant, tu as déjà vécu ça avec un entraîneur qui essaye en fait de faire un jeu et de produire un jeu qui ne correspond pas aux qualités de son équipe. Et ça, c'est quand même très criant avec Burnley. C'est-à-dire qu'il y a un football vraiment Manchester City, de domination, de ce qu'on appelle un jeu dominant placé, une volonté d'à chaque fois ressortir propre, etc. Mais quelque part, quand tu n'as pas les qualités individuelles pour le faire, pourquoi est-ce que tu t'efforces chaque semaine à reproduire le même schéma? Il y a aussi peut-être une forme d'entêtement dans la proposition footballistique chez Vincent Kompany. Ouais, après pour moi c'est ça les grands coachs. T'as une idée et t'en déranges pas. Je pense que c'est plus ça plutôt que t'adapter en permanence. Et concernant ta question, est-ce qu'il a atteint ses limites? Je pense que c'est pas le coach qui a atteint ses limites, c'est le modèle de club, le modèle de recrutement du club qui a atteint ses limites. Aujourd'hui, il y a un élément dont on parle pas, c'est qu'il a l'effectif le plus jeune de Première Ligue. Alors effectivement, beaucoup de joueurs qui viennent de Jupiler Pro League, on a tous eu des yeux comme ça quand Delcroix est parti là-bas, en se disant il a vu un truc que personne n'avait vu, apparemment non. Mais tu vois, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à prendre une équipe qui faisait 250 passes par match avec Schöndeich, à les faire gagner la Championship, qui est un championnat très compliqué, avec plus de 100 points, avec 700 passes par match. Donc pour moi, c'est pas le coach qui a un problème, c'est que à un moment donné, soit quelqu'un dans le club, ils se sont vus trop beaux en se disant ok, donc en fait, on peut prendre n'importe qui que personne connaît en Angleterre, en Belgique, ça va marcher. Et mettre une équipe de 24 ans de moyenne d'âge en Première Ligue et ça va aller. Et non, ça marche pas. Après, il est jamais qu'à 5 points du
qu'à 5 points du maintien et c'est loin d'être fini. Effectivement, Bournemouth, Luton Town, Sheffield, c'est pas plus fort que Burnley, Thomas. Mais en fait, ça me dérange un peu parce que le discours de Quentin et le discours de Gauthier, c'est un peu ce que j'avais préparé. Donc c'est un peu problématique. Bon, après, j'ai encore 2 avis par rapport à ça. Pour parler justement des autres équipes, c'est les concurrents directs, Luton Town par exemple, eux je trouve que leur recrutement était plus intelligent parce qu'ils ont recruté des joueurs avec de l'expérience de Premier League, ce que Burnley n'a pas fait. Ils ont recruté des joueurs qui venaient de la Jupiler Pro League, certes ça marchait bien comme il le disait en Division 2, mais c'est des joueurs qui n'ont pas le niveau de la Premier League, la Championship et la Premier League, c'est comme ça, il y a un grand écart, c'est trop. On pense par exemple à un Zaroury, il était bon à Charleroi. Manuel Benson. Oui, c'était des joueurs qui étaient bons en Belgique, mais pas à dire waouh, c'est des joueurs exceptionnels. C'était des bons joueurs, mais de là de passer au Championship, ça, ok, ça passe, mais de faire le step Championship Premier League, c'est énorme. Et même un exemple, un joueur que t'aimes beaucoup aussi, que j'aime bien aussi, mais il a pas le niveau de Premier League non plus, c'est Al-Dakid. Pour moi, il a pas le niveau de Premier League. Je suis un grand fan d'Amin Al-Dakid. Moi aussi, moi je l'aime beaucoup quand je voyais ce qu'il faisait au Standard à Saint-Tron, j'aimais beaucoup. Mais le step Saint-Tron Premier League, mais c'est beaucoup trop. Mais beaucoup trop. Ils sont pas prêts pour ça. Le seul joueur qui a potentiellement les qualités, il les a pas encore montré parce qu'il a fait une super saison en Belgique, c'est Trésor. C'est le seul transfert qui aurait pu marcher ou qui peut encore marcher du côté de Burnley venant de la Super Pro League. Ouais, effectivement, le Step Championship Première Ligue, tu l'as bien connu, toi, Gauthier, avec Barnsley. Moi, j'ai connu le Step Championship. Effectivement. Mais on a ripé sur le Là, ça a glissé. Voilà, c'est comme ça. Parfois, j'ai glissé, chef. Voilà, c'est ce qu'on dit dans les films classiques français. Non, franchement, plus sérieusement, il y a vraiment ce gap hyper important entre la Championship et la première, la Championship, pardon, et la première. Ouais, encore une fois, je vais te parler de quelque chose que je connais pas de l'intérieur, mais oui, enfin, on parle du meilleur championnat au monde. Donc c'est vraiment très différent, mais encore une fois, je pense que Burnley, ils ont plus une vision long terme. Je suis persuadé que même s'il est relégué, ils vont le garder. Ah, il a un contrat jusqu'en 2028, ouais, heureusement. Mais je pense que c'est, tu vois, ils sont sur une vision à plus long terme, et je suis persuadé que s'il descend, il les fait remonter tout de suite, parce que j'ai pas de doute sur le coach. Mais je pense qu'ils doivent questionner leur modèle, parce que autant, c'est pas moi qui vais dire il faut pas recruter de jeunes joueurs et tout ça, c'est pas moi qui vais dire ça. T'es un fan de Football Manager, toi. Autant cette année, j'accepte d'avoir la deuxième équipe la plus vieille de Jupiler Pro League parce que c'est une année de transition, il faut te stabiliser. On a des joueurs qui ont plus de 30 ans dans le 11 de départ, tu vois. Et je pense que cette année, Burnley, ils auraient dû se dire OK, on remet pas en cause notre modèle, mais là on monte. On va être, c'est un cran au-dessus, et là, il en faut quelques-uns, quand même. Ouais, effectivement, et tu ne manqueras pas de parler un petit peu de, je sais pas si vous l'aviez prévu dans vos cracks ou vos fraudes, mais il faudra parler à un moment donné dans l'émission de Pierre Duomo, parce que la révélation Pierre Duomo, la façon dont vous avez travaillé et dont tu as toujours cru en lui pour le mettre aujourd'hui dans les meilleures circonstances, lui qui a simplifié son jeu, qui est devenu plus efficace mentalement aussi, qui a fait ce switch pour aller, je dirais, avec un football un peu plus concret, la dimension aussi collective qui commence à comprendre, etc. Chapeau le travail que vous avez fait, hein, vraiment. Bravo. Chapeau à lui, parce que c'est lui surtout qui s'est remis en question, c'est lui qui bosse comme un acharné, tu vois. Moi, je l'ai vu à Ostende pendant quelques mois. Bon, il a eu des blessures, il a été en dehors de l'équipe et tout. Mais c'est un mec qui faisait des séances en plus. Enfin, tout ce qu'on m'avait dit sur la mentalité de Pierre Duomo, quand je voulais le recruter, tu te renseignes, du truc. 3 personnes qui disent non mais jamais va pas le truc. Je fais un rendez-vous avec lui, 2 rendez-vous avec lui, je parle de foot, mais je dis mais en fait le mec il a tout compris quoi. Regardez le match qu'il fait avec l'Antwerp contre le club de Bruges. Ah oui, il est au marquage sur De Ketelaar. Dès que De Ketelaar il touche la balle, bam, chaque fois. Et quand on l'a recruté à Ostende et on a remis une couche au RMDM, on a dit Pierre, c'est ça, toi t'es ce joueur-là. Toi, t'es Patrick Vieira, tu mets un tampon et tu fais la passe. T'es pas un numéro 10, voilà. C'est comme ça qu'il faut que tu joues. C'est pour ça que j'ai insisté qu'il y ait le numéro 6 dans son dos pour que ça lui... Il comprenne. Tu regarderas maintenant sur tous ses posts, il met #6. C'est ça son poste pour moi. Ouais. Et il faut qu'il se développe là-dessus, il a simplifié son jeu et c'est surtout sa mentalité, il a compris qu'il avait une carrière et que c'était maintenant. Ce qui ne l'empêche pas de mettre en avant ses qualités techniques. C'est un joueur d'Agora à la base. Hein. On parle quand même d'un mec qui, quand je dis joueur d'Agora, c'est monsieur petits espaces, quoi. Moi, je me rappelle des matchs que je voyais, je te parle de ça, U21 Genk, U21 la balle, il driblait 10 joueurs. C'était trop facile pour lui. Il était là, il était quasiment ballon semelle pendant tout le match. Il était en semelle tout le match, mais c'était vraiment trop facile pour lui.
Après, il a dû aussi s'adapter à ce football-là, mais en tant que numéro 6, ça ne l'empêche pas d'être propre techniquement et d'utiliser d'une autre manière sa technique. Mais il est plus dans le football moderne, quoi, Thomas. Il joue simple, en fait. Et c'est un joueur un peu qu'on voit un peu moins aussi dans les matchs, parce que justement, il joue simple, il joue plus comme il faisait à Genk. Et je pense que c'est un joueur important dans une équipe, parce qu'il joue simple, il joue de manière intelligente et comme tu le disais, sa mentalité, elle a complètement changé et j'espère pour lui qu'il pourra garder cette mentalité-là. Allez, c'est le moment de Quentin. Eh oui, parole de supporters, messieurs, place au Standard de Liège, balayé au Bossel Stadium par le Royal Antwerp Football Club. Eh bien, on vous a posé, bien sûr, sur X ou Twitter, vous appelez ça comme vous voulez, la question suivante. Qui est le principal responsable de cette lourde défaite 6-0 par le RSCL? Forcément, il y a beaucoup de questions et beaucoup de réponses, très très différentes. Bruno Paquet, par exemple, nous dit Oufkens, puisqu'il n'a pas le système de jeu, il maintient sa chèvre Soa, titularise le fini et mercenaire Laifis, alors que tu as des Ngoy, Chanak et Price. Régis Warmont nous dit la direction, qui a trouvé un 11 un peu compétitif, sans buteur néanmoins, mais a laissé des réservistes 2 niveaux en dessous. Et puis, ensuite, on a Stéphane Ledoux qui nous dit tout ça, c'est la faute du gestionnaire du calendrier. Grave erreur que de programmer un match le 11 novembre, jour férié. Voilà pourquoi les joueurs n'ont pas joué. Voilà, un petit trait d'humour pour rentrer un peu doucement dans cette analyse très dure pour toi, Quentin. Non, mais c'est comme on en parlait la semaine dernière, ici dans l'émission, tout s'est produit encore ce week-end, avec notamment encore Kamal Sowa, comme plusieurs j'ai vu notamment aussi sur le réseau, sont vraiment contre. Moi aussi, si je veux pointer le premier responsable, je pointerai quand même l'entraîneur, parce que déjà, à la mi-temps, c'était 3 ou 4-0, il faut aucun changement. Donc, je sais pas, bouge un peu, montre que tu as du caractère, montre que tu veux changer, montre que tu vois que ça va pas. Tu peux pas laisser la même équipe comme ça, notamment mettre un Laifis alors que t'as un Ngoy qui est revenu, c'est incompréhensible, surtout vu le début de saison. Tu sais qu'un Djenepo, c'est pas à sa place, qu'il joue pas bien dans ce rôle-là, alors que t'as un Chanak qui le week-end d'avant a bien joué dans ce poste-là, tu mets un Djenepo. Alors non, tu dois prendre tes responsabilités, tu mets Chanak à gauche, et soit ton chouchou Soa, tu prends un peu sur toi ton ego et tu le mets sur le banc, ou soit tu mets Djenepo sur le banc pour lui dire voilà, c'est pas ta place, on va changer de format, ou ça va être entre toi ou Soa, mais il doit prendre ses responsabilités, et Karl Oufkens les prend, mais pas du tout, il reste entêté sur son même 11. On a un tweet hyper intéressant de la part de Ben RSCL qui nous dit le coach, il a une partie de responsabilité comme tu le dis, mais des joueurs dits professionnels qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire sur le terrain et qu'ils arrêtent et qu'ils aillent travailler en usine parce que franchement, ils ne méritent pas le privilège d'être pro. Est-ce que, parce qu'on peut le dire la vérité Thomas, le Standard et ses joueurs sont arrivés à Anvers en victimes consentantes? Ah oui, mais clairement, en fait, il y avait qu'une équipe sur le terrain. En fait, le premier but de Janssen dès l'entame du match, j'ai l'impression que ça les a tués. Ils avaient comme plus envie de jouer au foot. Ouais. C'est très grave. Mais par contre, pour revenir sur ce que Quentin disait par rapport à Soa, moi, je suis convaincu que c'est un joueur de qualité. On l'a vu sous les couleurs de Louvain. Je le trouvais très bon, mais c'était pas au même poste qu'il joue au Standard. Il est plus en 10 terrain et électron libre comme ça. Il est meilleur comme ça. Donc, je pense que c'est un joueur qui peut apporter quelque chose de plus. Et de toute façon, même si tu le mets sur le banc, tu vas mettre qui? Peut-être, ouais, c'est vrai que je dis ça, mais si tu mets Djenepo à sa place et que tu mets Chanak à gauche, ça peut éventuellement le faire, mais c'est pas assez solide pour toute la saison. Pour moi, le Standard, c'est le niveau à peu près pour challenger un club comme le RWDM, comme OHL. C'est vraiment j'ai l'impression que c'est votre niveau global. Alors, le Standard est capable, comme le RWDM d'ailleurs, d'exploits pour faire, je dirais, sur un moment la différence. Mais quand tu as joué lors du premier match, bien sûr, il va y avoir le retour au club bruxellois, mais lors de ce fameux un but partout, comment tu as jaugé la qualité du Standard? Je pense qu'on était supérieur. Après, on les a joués, ils n'avaient pas encore les dernières recrues. Je pense que les 3-4 joueurs qu'ils ont recrutés changent quand même assez considérablement le niveau de l'équipe. Heureusement. Après, pour moi, ils se sont vus trop beaux après quelques résultats flatteurs. Ça, c'était l'arbre qui cachait la forêt aussi. Ils ont gagné pourquoi? Grâce au public. Ils ont gagné grâce aux supporters. C'était de la chance. Mais aussi grâce au public, parce que c'est le public qui a réussi à porter les joueurs comme ça. C'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt. Le match contre Bruges, le match contre Anderlecht. Maintenant, ils vont enchaîner quoi? Ils vont enchaîner Genk, Anderlecht, Bruges, Charleroi.
Ça va être costaud. Les 5 prochains matchs, c'est ça. Hein. Ouais. Tu vas aller voir ou rester chez toi? Non, je vais aller la voir. Courage. Tu disais, Gauthier, par rapport Non, au je dis ouais, je pense qu'il y a quelques résultats flatteurs qui les ont mis en confiance. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de perte d'humilité ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais après, quand tu vois le match, genre, j'étais à Eupen, donc je regardais du coin de l'œil, mais de ce que j'ai vu à la mi-temps, ça pouvait me mettre plus, quoi. Donc quand c'est comme ça, si tu veux, c'est pas le coach ou les joueurs ou la direction. Il y a une faillite qui est collective pour arriver à un match comme ça, quoi. Quand t'es un club du calibre du Standard. Prendre une gifle. C'est quand même compliqué, effectivement. compliqué. Tristan Béguin nous dit 17 sur 39 pour un club qui avait soi-disant l'ambition des playoffs 1. Impossible de garder le coach qui, vu la déroute, ne semble plus soutenu par le groupe, sauf Soa, son chouchou. Dépité, dégoûté, enragé, nous dit-il Tristan. Et oui, forcément. Est-ce que là, maintenant, on va poser la question du départ de Karl Hufkens, Quentin? Vu le calendrier, il le fera pas à la trêve. Il le fera pas à la trêve parce qu'il sait que c'est pas mettre dans les conditions un nouveau coach. Tu lui mets un calendrier comme ça, c'est lui tirer une balle dans le pied, je trouve. Sachant qu'un coach, il va avoir besoin de travailler, il va avoir besoin de déjà connaître les joueurs, se familiariser avec les joueurs et tout. Donc maintenant, il le fera pas. Mais avant l'année 2024, sachant que le calendrier qu'il va avoir, il va pas prendre beaucoup de victoires et beaucoup de points. Honnêtement, je les vois pas gagner Anderlecht en Coupe de Belgique, donc je les vois se faire éliminer de la Coupe de Belgique, qui est le chemin le plus court pour l'Europe, on le rappelle. Contre Genk, ici à domicile, ça va être un moment spécial, ça va être les 125 ans du club que les supporters vont fêter et tout. Donc, ils vont encore ça va peut-être encore un arbre qui peut cacher la forêt. Mais oui, je pense qu'il y a des joueurs qui ont lâché le coach, clairement. Sur le banc d'office, les Ohio, les Balikwishots, ça c'est d'office, ils ont lâché le coach. Dans les joueurs, je pense que dans le 11, il y en a quand même qui vont commencer aussi à lâcher le coach, donc ça sent pas bon. Oui, effectivement. Thomas, par rapport justement à... Mais changer de coach, est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que le noyau actuel, est-ce qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a actuellement dans le noyau? Oui, niveau fond de jeu, niveau qualité, oui, même niveau mentalité, je pense que si un coach va toujours avoir, on sait que celui qui paye, tu peux pas virer un joueur, tu peux pas dire, ben ça va, voilà, t'es viré, tu pars. Merci. Donc c'est toujours le coach qui paye malheureusement, mais quand t'as un nouveau coach, t'as aussi cette nouvelle énergie, quoi. Ouais, mais là, ça, c'est quelqu'un avec du caractère, avec de la personnalité. C'est quelqu'un pour moi, c'est quelqu'un qui correspond au standard de part de sa personnalité. Mais si, par exemple, on change de coach et un coach veut jouer avec 4 défenseurs derrière, tu vas mettre qui en arrière gauche? Il n'y a pas cette possibilité. Il leur recrutera, c'est pour ça qu'ils vont pas changer maintenant. Ben oui, mais là, on pose la question maintenant, si tu le vires maintenant, si un coach il veut jouer avec 4, tu vas mettre qui? Tu vas mettre Leifis en arrière gauche? Non, il trouvera un jeune ou autre, mais... Ce qui s'est effectivement vu au niveau tactique, c'est la faculté ou l'impossibilité de défendre de Moussa Djenepo. Moussa Djenepo n'est pas un joueur qui peut jouer piston. Je pense que c'était une tentative et ça n'a pas fonctionné. Il faut maintenant se remettre, je dirais, d'équerre, repartir sur le fameux système à 4 que dès son arrivée, Karl Hufkens voulait mettre en place, et puis repartir avec quand même un 11 de base plutôt logique, quoi. Mais tu vois ce que tu dis. Il y a, je pense, 99% des personnes qui regardent la D1 belge qui l'ont dit, qui le voient et qui le disent. Mais pourquoi Karl Hufkens continue à mettre ce Djenepo là? Soit il est aveugle, soit il est buté, je sais pas, mais c'est pas logique, tu vois. En plus, qu'il a testé un Chanak quand Djenepo était malade et ça a fonctionné. Il jouait bien, c'était sa place. Buté, il jouait du côté d'Antwerp par rapport à... T'as dit qu'il était buté, il jouait du côté d'Antwerp. Direct. Non, mais c'est vrai, tout le monde l'a vu, sauf Karl Hufkens apparemment, donc ça qui est triste. Hein. Oui, ou alors il y a des trucs qu'on sait pas en interne, que Djenepo doit absolument jouer là, mais il y aura quoi. Voilà, et le fait que ce soit toujours les mêmes problèmes qui se posent d'année après année du Standard, et maintenant le départ de Yaya Touré censé être l'assistant que certains voyaient en cas de départ de Karl Hufkens qui est parti, qui a pris la poudre d'escampie, comme dirait l'autre, la poudre d'escampette qui est parti très rapidement pour être l'assistant de Roberto Mancini du côté de l'Arabie Saoudite. Ben voilà, maintenant on est en train de se poser la question si ce serait pas Bernd Theys qui allait être assistant coach. Ça aussi, cette instabilité n'aide pas la progression du club, Quentin. 100%, c'est pas, ça va pas changer. Ça va pas changer et je pense que, comme le Gauthier disait tout à l'heure avec 777, qui a une autre idée, une autre pensée, je pense que c'est vraiment pas le genre de dirigeant qu'il faut dans un club comme le Standard. Il faut un dirigeant qui soit passionné par le football. Textor. Ben pourquoi pas, c'est vrai, mais... Gauthier a failli être dirigeant du Standard, à mon avis. Ben voilà, mais vraiment, il faut quelqu'un qui soit passionné par le football. Là, 777, je suis sûr, ils s'y connaissent rien. Je sais même pas s'ils connaissent la règle du hors-jeu, tu vois. Enfin, c'est scandaleux. Et pour moi, des dirigeants dans un club comme le Standard, c'est un club chaleureux. Si le Standard sont leurs supporters, sont le public qu'ils ont,
Il serait pas là. Hein. C'était à l'époque de 7-7 Partners que vous avez discuté ou pas? Joker. C'était sûr. Allez, c'est évidemment le moment de votre séquence découverte, celle que vous adorez. On va parler bien sûr des cracks et des fraudes. Qui sera le crack ou la fraude de nos chroniqueurs et de notre invité? On démarre bien sûr avec Quentin. Ton crack ou ta fraude cette semaine? Alors, j'avais deux cracks, mais j'en ai déjà parlé tantôt. C'est Xavier Mercier, tout à l'heure, qui pour moi fait un match incroyable à Open. Même mon crack du week-end, c'est Warleson, hein, le gardien du cercle. Oh là là, j'ai regardé le match, incroyable. Franchement, il était grotesque. Donc, il n'y a rien à dire. Warleson, gros match. Quel arrêt sur Jutgla. L'arrêt de la main. Et même à un moment, il en refait encore 2 fois, il l'a fait comme ça. C'est franchement incroyable, gros match. Quelle équipe, hein, le cercle de Bruges en quelques mots, Thomas. Ils ont changé leur système en plus, parce que ça fait quelques matchs, ils jouent à 4 derrière, alors qu'avant ils jouaient avec des pistons. Ce que l'entraîneur actuellement du cercle est en train de construire, ça vaut les playoffs 1? C'est possible? Et très jeune. Ouais, clairement. Et ils ont l'intention de le prolonger. J'ai lu récemment du côté du cercle de Bruges, donc c'est qui croit vraiment en lui. Et pour cause, parce qu'il est vraiment très fort. Avec à chaque fois des gros joueurs, des joueurs importants pour créer une ossature. Ouais. Dalan en défense centrale, dans le milieu de terrain, il y a également de la qualité. Kevin Denke en pointe. Ils ont pas mal de blessés aussi en plus, donc c'est vrai. Ils arrivent à gérer. Parce qu'ils n'ont pas un grand noyau. Hein. Mais le maître mot du cercle de Bruges, c'est l'intensité qu'ils arrivent à mettre. C'est très rare. Il y a très peu d'équipes qui mettent cette intensité-là en jeu. Après, ils ont pas de plan B, quoi. Oui. Non, mais c'est nous, on l'a eu quand on avait Alex Blessing, tu vois. On jouait de cette manière-là. Ça marche beaucoup jusqu'au moment où t'as des coachs qui commencent à être un peu câblés et qui savent te contrer. Et là, il faut savoir avoir un plan B. Surtout si tu veux jouer les hauts de tableau, il y a un moment donné, il faut savoir jouer en ayant un petit peu plus le ballon ou en voulant avoir un petit peu plus le ballon. Tu peux pas constamment attendre l'adversaire. Voilà, gagner avec 350 passes par match, tu vois. Ouais. Tu peux pas constamment. Donc à un moment donné, plus le championnat va avancer, et nous on l'a connu, hein, plus ils vont être hauts, plus ils vont tomber sur des équipes qui vont entre guillemets les attendre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu joues haut, laisse beaucoup d'espace derrière ton dos, et là tu vas te faire avoir. Seulement, plus ça va aller, plus les gens vont les voir comme une équipe qui va te faire mal. Ça va devenir de plus en plus dur. Il y aura toujours les centres bananes du Gossiquet. Voilà ce que je te réponds. Faudra qu'il arrive dans le dernier Gossiquet. Allez, mon Thomas, ton crack ou ta fraude? Je vais partir pour une crack. Hein. Je fais jamais les fraudes parce que j'aime pas trop parler en mal des joueurs. Mes cracks, on en a parlé tout à l'heure avec Quentin. Je pense qu'il va être surpris de mon choix, mais c'est Julien Dessart. Il a été exceptionnel face à Bruges, pas d'assist, pas de but. André, pardon. Il a été vraiment super bon. Toutes ses passes. Enfin, en fait, on dit super bon, mais il aurait pu casser son match en toute fin de match parce qu'il a fait une passe horrible dans les pieds de. Je pense que c'était Dreyer. Il a fait Vasquez qui marche sur le ballon. Donc, ils auraient pu marquer le 1-2, mais mis à part cette petite erreur, enfin, qui aurait pu être une grosse erreur au final, non, il a vraiment été exceptionnel. C'est sa précision de passe, sauf celle-ci, bien sûr. C'est incroyable. Il est très très fort comme joueur. Le soldat d'Ain Van Azebroek, indéniablement. J'espère pour vous que son frère deviendra aussi fort. Écoute, il était très important pour nous début de saison. Il va bientôt revenir. Là, donc, c'était que 2 mois, je pense. Hein. C'était pas beaucoup. Ouais, voilà. C'était une sale blessure, mais écoute, il est bientôt de retour. Là, il commence à s'entraîner à haute intensité. Donc, mais attention, qu'il y a de la concurrence. Hein. Il y a de la concurrence. Avec qui a pris sa place. Ouais, il y a de la concurrence. Mais c'est bien. Je suis un grand fan du Chuto Abe, moi, personnellement. Je préfère un Dessart, moi, quand même. J'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il a une agressivité, mais il est dans l'intensité et en même temps, il sait jouer très juste et il se prend pas pour un autre. Dans le jeu, c'est un joueur important, je trouve, dans le collectif. Vraiment. C'est un japonais, c'est comme ça. C'est un japonais. Qui parle pas anglais, Alors, tout le monde dit qu'il parle pas anglais, il parle anglais. Il parle anglais, mais comme tous les japonais, en fait, s'il se sent pas capable de faire la phrase parfaite, il va pas parler. Mais il comprend très bien et il peut parler. Mais non, il est très bien intégré. C'est un peu la mascotte de l'équipe. Vraiment. Excellent. Bah du coup, je vais te poser la question à toi aussi, Gauthier. Est-ce que tu as un crack ou une fraude aujourd'hui à nous proposer? Bah vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est nos supporters d'emmener 700 supporters à Open dans la situation dans laquelle on était avec des résultats. On l'a dit, des pots de banane dans les arrêts de jeu, des trucs comme ça. Donc, d'avoir eu un soutien comme ça, et je pense vraiment que ça a fait la différence parce que on a encaissé le premier but, l'addition aurait pu être bien plus salée à la mi-temps, et je pense que je suis pas sûr qu'on soit revenu avec les 3 points sans le soutien de nos supporters. Respect au club pour avoir fait ça, je trouve. Respect au club qui a payé tout, qui a payé le déplacement, qui a payé les bacs de bière, qui a payé les tickets.
y a pas tous les clubs qui le feraient. Donc ça, et honnêtement, comme Gauthier le dit, pour moi aussi, quand tu te mènes 1-0. Et c'est sur son salaire, en ben voilà. Non, franchement, respect RWDM, il y a beaucoup de clubs qui devraient s'inspirer de ça, je trouve. Ouais, mais ils ont quand même eu un petit moment, il y a eu des petites tensions quand l'entraîneur il est parti. Donc je pense qu'ils essayent de rattraper. Non, il n'y a pas eu, si tu veux, on n'a pas eu de tension, on a eu une discussion. Tu sais, moi je suis toujours très franc et direct, donc j'ai pas de problème à avoir des discussions directes. Et on a eu un échange très direct où on s'est dit les choses, mais il n'y a pas eu on n'a pas eu de moment de tension. Ils ont toujours été derrière l'équipe, derrière le club, derrière les joueurs. Donc là-dessus, franchement, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est pour ça que tu vois qu'à domicile, c'est dur de venir prendre des points chez nous. Et c'est pour ça que je pense qu'on est l'équipe qui a pris le plus de points après avoir concédé le premier but. Ouais. Donc, ça c'est un beau crack, effectivement. Il faudra parler également du calendrier de la Pro League qui est ta fraude, je suppose. C'est véritablement ta fraude. Ouais. On t'a vu, on t'a lu aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est, en fait, c'est un peu, on parle de supporterisme, donc c'est un peu je trouve que c'est incroyable, quoi. Ouais, t'as un match qui s'est pas joué depuis 50 ans. C'est ça. Ça aurait les pu gens travaillent. Voilà, tu vois, ça aurait pu être un super moment pour le foot belge, pour le foot bruxellois, et je trouve incroyable qu'on n'ait pas trouvé une solution, quoi. Alors on se cache derrière des arguments qui pour moi n'existent pas, parce que c'est même pas un cas particulier, c'est un cas particulier du cas particulier, quoi. Donc c'est effectivement ma fraude. Je peux comprendre effectivement, parce qu'il y a quand même pas mal de raisons, et à chaque fois c'est de moins en moins bon au niveau de la Pro League, malheureusement, de ce point de vue-là, en tout cas. Mon Gauthier, avant de nous laisser, je voulais tout simplement te demander à quelle position le RWDM terminera à la fin de la saison. Alors, je vais te demander d'être un peu la Madame Irma de ce clubhouse, effectivement. Je fais jamais de pronostic, mais je dirais 9e. 9e, ouais. Très bien. Donc c'est colonne de gauche ou pas 9e? On est les gars? Non. Aidez-moi. Non, colonne de droite. Premier de la colonne de droite, c'est être premier dans quelque chose. Voilà. Quelque part, c'est pas mal. Et puis pour le reste, comme on dit, wait and see. Wait and see, bien sûr, c'est votre émission sur les bruits de couloir et les infos transferts, avec bien sûr énormément d'infos assez intéressantes. On s'intéresse à un petit japonais. On parlait de Shuto Abe tout à l'heure. Cette fois-ci, on parle de Keisuke Goto qui devrait rejoindre le Sporting d'Anderlecht. Pascal Struijk pour le club de Bruges. Tajon Buchanan bientôt sur le départ, Leander Dendoncker également, et on parle aussi de William Balikwisha. Voilà, un programme très très excitant, messieurs. Merci d'avoir été tout simplement exceptionnel, comme d'habitude. Merci Quentin. Avec plaisir. Dans le clubhouse, toujours là pour rester here to stay, comme dirait un joueur qui prolonge son contrat. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. Vive Lukaku. Gauthier, et merci infiniment également d'avoir été présent. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci pour ta transparence, pour ta gentillesse et pour ta générosité. Merci à vous. On ne remerciera pas la SNCB. Voilà, on termine là-dessus. Passez une excellente soirée ou journée si vous nous regardez en journée. Et puis à très très vite dans le clubhouse. Ciao, ciao.